Alors, merci d'être là. Tu es chez Indeed. Alors, juste pour rappel pour tout le monde, qu'est-ce que fait Indeed? Indeed est un moteur de recherche d'emploi, très simplement. Donc on réunit tous les jobs de la Terre et on les présente en accès libre aux candidats. Alors, le recrutement, on a vu tout à l'heure que c'était un sujet. Recrutement, gérer les départs, etc. C'est quoi ta vision sur le marché du recrutement aujourd'hui? Je dirais je pense qu'on est on est à un carrefour, on est à un moment assez excitant dans le monde du recrutement. Moi, ça fait à peu près 7 ans que j'y travaille. J'ai l'impression qu'il y a une petite accélération parce que les deux côtés du marché sont en train de bouger. Donc effectivement, si je le résume en des termes très sales pour des RH, c'est une place de marché quand même entre des candidats et des recruteurs. Et les deux côtés sont pas mal en train de bouger parce qu'on voit que les recruteurs, il y a des enjeux d'automatisation. Ça fait naître des craintes d'ailleurs de quelle est la part de mon job qui va être automatisée, comme beaucoup d'autres métiers. On en a pas mal parlé juste avant. Il y a aussi une tendance nette pour les recruteurs à constater que leur métier va ressembler de plus en plus au marketing. Donc là, on voit que d'ailleurs qu'il y a des profils qui sont en train de changer, mais les outils et les manières de parler, les KPIs commencent à ressembler à des KPIs de marketeurs. Donc là, il y a un gros changement qui est pas sans inquiétude, je pense, pour les recruteurs. Et puis côté candidat, là aussi, il y a un sacré changement. En deux mots, pour moi, c'est d'un côté, il y a l'aspect changement de rapport de force, déjà au cours des dernières années, très clair, en faveur du candidat. De mon point de vue, c'est une bonne chose. Je sais que ça rend la vie des recruteurs plus difficile, mais c'est plutôt positif. Et puis, là, en l'occurrence, tu en as parlé en intro, mais c'est vrai que Christophe l'a évoqué aussi. Il y a cette question du sens qui apparaît non-stop. Et là, nous, on peut le constater de manière très claire, rien que sur les 3 dernières années, le nombre d'offres d'emploi qui évoquent le bien-être et la quête de sens et qui sont publiées sur Indeed a été multiplié par 3. Donc c'est en réaction évidemment à ce qu'attendent les candidats. On voit bien que ces offres-là ont plus de réponses à annonces. Donc ouais, gros chantier sur la quête de sens qui est assez intéressant à suivre. C'est marrant de voir les... Ça, c'est un des points de tension, la quête de sens. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les organisations qu'il faut qu'aujourd'hui on parle de guerre des talents? Ouais, en fait, pour reprendre effectivement sur ce point de la question de ce rapport de force qui est en train de changer, un des points qui est assez frappant, c'est que ne serait-ce qu'il y a 5-6 ans, alors certes, on se relevait juste d'une crise, mais les points de tension sur le marché de l'emploi, c'était surtout quelques secteurs bien définis, ou en tout cas quelques types de profils bien définis. Donc bien sûr, tous les profils de l'IT, c'était déjà la guerre il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans. Là maintenant, on voit des tensions sur une variété de profils absolument colossale, c'est-à-dire des profils avec des niveaux d'éducation relativement faibles. Je pense à tous les métiers liés à l'hôtellerie, à la restauration, le bâtiment, qui sont des secteurs en tension extrême, jusqu'à ces profils effectivement d'ingénieurs et d'IT. Et puis on voit que c'est à travers tous les secteurs d'activité. Parce que aussi les entreprises dans un peu tous les secteurs d'activité commencent à se chevaucher en termes de profils qu'ils recherchent. Donc même la boîte de construction cherche des profils particulièrement difficiles. Donc je dirais que l'attention elle est plus trop sur un type de profil, elle est plus sur un secteur d'activité non plus, elle est plus sur le type de personnes qu'on cherche à embaucher, et on voit que la quête de sens vient jouer là-dedans. Et c'est vrai que voilà, je vois qu'on a mis, il y a cette slide qui est apparue, donc merci de l'avoir affichée. C'est plus des similitudes qui s'appliquent potentiellement à n'importe quel type de job, et c'est ça les profils pour lesquels se battent le plus les gens. On a sondé des centaines et des centaines d'entreprises pour savoir s'ils arrivaient à relever des points communs entre leurs top performers. Alors là, c'est vrai qu'on peut débattre pendant des heures de qu'est-ce que c'est qu'un top performer, mais là, c'est du point de vue du management de ces entreprises. Et on voit que beaucoup des éléments qui en ressortent sont essentiellement des soft skills. Je crois qu'il y a une autre slide qui les résume en deux grands blocs. Et c'est vrai que ça rejoint pas mal ce que disait Christophe, puisqu'il y en a beaucoup qui se rapportent à un penchant inné pour l'action. Donc là, encore une fois, on n'a pas besoin d'être en train de parler d'un cadre sup dans une boîte tech, ça peut s'appliquer à tous les types de métiers. Cet esprit d'initiative, la capacité à bosser en autonomie. Et puis, il y a simplement une capacité à résoudre les problèmes. Là, je pense qu'on parle de la résilience dans le sens de l'adaptabilité. La faculté des gens à apprendre rapidement, parfois à s'adapter tout seul d'ailleurs, et à faire changer leur environnement autour. Donc ça, c'est clairement le fruit, je pense, de jobs qui, peu importe le secteur d'activité,
change tellement vite qu'on sait que voilà, on va devoir s'adapter 2, 3, 4 fois dans notre carrière. Donc finalement, il y a toujours des fiches de poste, il y a toujours des annonces d'emploi, mais au final, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on recherche plus des personnes avec certains caractères, certaines caractéristiques comme l'adaptabilité, et que c'est peut-être plus ça qui va être valorisé demain dans les annonces. Oui, clairement, ce sont des points alors on peut les résumer, même si c'est un peu simpliste, autour des soft skills, mais ce sont des points qui apparaissent très nettement, disons qu'ils sont en nette augmentation dans la fréquence d'apparition dans les offres d'emploi que rédigent les personnes qui déposent des jobs sur Indeed. On a l'avantage, en indexant automatiquement tous les jobs de la Terre, d'avoir un aperçu. En fait, on a une espèce de capture d'écran de tous les jobs qui sont disponibles sur un marché. Donc c'est 600 000 jobs. Hier matin, quand j'ai regardé rien qu'en France, ça fait 20 millions de jobs dans le monde et on peut aller analyser les mots-clés. Donc, comme je le disais, on les voit évoluer de manière très nette. Et surtout, on voit que ce sont des jobs sur lesquels les candidats cliquent plus souvent et surtout vont jusqu'à la candidature finale et potentiellement à des entretiens d'embauche. Alors, comme tu es au cœur de l'écosystème, et je rebondis sur ce que tu dis, les indicateurs, un coût par clic. Alors, je sais que trouver une moyenne, ayant travaillé dans le marketing, à chaque fois qu'on me posait cette question, j'étais là, oui, bah alors ça dépend, ça dépasse. Mais si tu veux nous donner des ordres d'idées sur des coûts par clic et des coûts par recrutement, qu'est-ce que tu constates dans tes échanges ? Alors, je te confirme que c'est la mission impossible, mais je vais m'y risquer. Il y a des tonnes d'études là-dessus qui, évidemment, fluctuent énormément d'un pays à l'autre, d'une industrie à l'autre, mais même pour la même industrie. Dans le même pays, bizarrement, on trouve des écarts quand même qui vont presque du simple au double. Pourquoi ? Parce que très peu de boîtes, soyons honnêtes, sont encore aujourd'hui en mesure de chiffrer, ce qui pour moi est, à la rigueur, si on devait avoir un seul KPI, là pour le coup, très terre à terre en termes de recrutement, qui est le coût par recrutement et par source. Ça, on va pas se mentir, même les grosses boîtes qui sont équipées d'outils de gestion de candidature, des ATS, soit ne s'en servent pas tout à fait bien parce qu'il est tellement compliqué que j'ai la moitié de mes recruteurs qui bossent hors process et qui rentrent pas les jobs comme ils devraient, soit j'ai jamais rentré ce candidat dans le funnel et donc à la fin, personne ne sait nous dire. Mais les meilleures estimations, en France, ça tourne quand même, on en a, je dirais, entre 4 et 7 000 euros du recrutement, toutes sources confondues. Ça va du recrutement qui est fait gratuitement jusqu'au recrutement qui est fait par le biais d'un cabinet. Donc là, pour un cabinet, c'est facile à chiffrer, ça va être 15%, 20%, 22% du salaire brut l'année prochaine. On a des sources gratuites, heureusement. On a de l'inbound, des candidats qui arrivent à nous gratuitement. Je pense que ça devrait être, peut-être qu'on pourra en parler, une des stratégies justement à adopter. Et puis entre deux, on a des actions comme celles que proposent des outils comme Indeed. Mais en tout cas, c'est sûr que si on devait en mesurer qu'un, ce serait celui-ci. On voit qu'on n'y est pas encore tout à fait. Après, il y a des tonnes d'indicateurs intermédiaires. Il y en a quelques-uns, peut-être dont on pourra parler, qui sont, je pense, intéressants à creuser si on veut améliorer nos pratiques, en tout cas. Et du coup, tu commences à aborder le point. Côté marque employeur, si tu avais quelques conseils à donner au DRH sur la marque employeur pour justement créer un peu plus de personnes qui viennent à toi. Ouais, c'est vrai que si on admet le fait qu'on est arrivé donc, dans un marché du recrutement qui est super saturé, si on constate que les gens ne cherchent pas qu'un salaire, et c'est un fait, alors attention, le salaire est important, il y en a quand même 48% qui continuent à citer ça comme étant le critère principal, mais bon, ça veut dire que c'est, en tout cas au moment du recrutement, il y a beaucoup d'autres facteurs, comme le sens et la mission de l'entreprise qui commencent à jouer. C'est une manière essentielle d'aller se démarquer. La marque employeur, c'est jouer à la fois donc, dans la réponse à cette quête de sens, mais c'est aussi simplement parfois faire savoir aux candidats qu'on a des jobs qui les concernent. Le meilleur exemple, c'est de dire oui, c'est naturellement et de manière gratuite, L'Oréal récupère des centaines de milliers de candidatures par an à des postes de marketing. Mais ils ne sont en très grande difficulté sur des postes d'IT comme toutes les boîtes. Et spontanément, un développeur va plutôt aller se tourner en France vers des SS2I ou vers des géants de la tech, comme des Google et des Facebook. Donc en fait, tout le monde a un souci de marque employeur. On va effectivement construire des personas pour essayer de s'adapter. La manière dont nous on le voit, et je ne sais pas si les slides sont dispo, c'était là pour le coup de faire le parallèle avec le marketing traditionnel. Donc là, c'est un funnel de conversion très simplifié de publicité, de marketing consommateur en tout cas. On n'espère pas simplement déclencher un acte d'achat par hasard. En général, j'ai travaillé pendant des années sur la notoriété de ma marque. Idéalement, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin que cette notoriété, d'aller jusqu'à de l'engagement entre les consommateurs et ma marque. Là, les réseaux sociaux ont été extrêmement puissants là-dessus, parce que c'est des lieux d'échange entre le consommateur et les marques, pour qu'enfin, il y ait une meilleure chance
qu'au moment de décider d'acheter ou non, la personne aille au bout. Le recrutement, on pourrait le percevoir exactement de la même manière, mais la mauvaise nouvelle, c'est que peu d'entreprises font ça, et d'ailleurs il y avait très peu d'outils pour le faire, donc on en est tout aussi responsable du point de vue des entreprises dans le marché du recrutement, mais on avait encore tendance à faire de ce que j'appelle du post and pray. Je poste une annonce, je prie pour avoir des résultats, advienne que pourra. Et donc on est un peu en train de remonter, on a commencé par le bas, on espère que la personne va candidater un peu par hasard, et on est en train de remonter la chaîne progressivement. Le bloc du milieu qui est cet engagement, ce serait votre site carrière. Ça va être les pages entreprises que vous retrouvez sur des sites comme Indeed, comme LinkedIn, comme Glassdoor, des lieux d'échange, d'informations transparentes. On a quand même 83% des candidats qui disent que c'est important pour eux. Ils font des allers-retours avant de candidater, avant de se décider. Et potentiellement, pour les recruteurs les plus matures, je vais remonter la brique encore du dessus. Et je vais faire ce travail en amont pour, comme je le disais, dire L'Oréal recrute aussi des développeurs. Pensez à nous, venez sur ma page entreprise, venez sur mon site carrière. Donc je pense qu'il faut le regarder un petit peu comme ça. En cascade, pas espérer simplement qu'on va arriver en bas de la pyramide avec mon offre d'emploi qui va miraculeusement marcher. Donc ça, je pense que c'est un autre grand changement. Et on peut clairement mettre des KPI sur chacun de ces points. Je pense que, en tout cas en termes de marque employeur, pour répondre vraiment directement à ta question, il y a des métriques qui sont assez intéressantes, et c'est en ça que je dis qu'il ne faut pas se leurrer sur la puissance de nos marques côté candidat. Sur Indeed, en moyenne, on a pour 100 clics qui ont lieu sur l'offre d'emploi de L'Oréal, même de Google, donc de très grandes marques, il n'y en a pas plus de 4 ou 5 qui arrivent suite à un candidat qui tape le nom de cette entreprise. C'est-à-dire que 95% des gens cherchent un job, ils ne cherchent pas votre entreprise. Ou en tout cas, si c'est le cas, tant mieux pour vous, ils vont directement sur votre site carrière. Mais lorsqu'ils arrivent sur des plateformes, et pour le coup, ils en utilisent de moins en moins, ils veulent une porte d'entrée unique, c'est 4, 5, 6% maximum avec la plus belle marque du monde. Et encore une fois, je parle de la personne qui est dans votre cible. Si c'est, comme je le disais, quelqu'un qui n'est même pense pas à L'Oréal pour de l'IT, ça va être plus faible. Donc ça veut dire qu'on va être obligé de bosser fortement là-dessus. Et ensuite, bien sûr, on va y avoir quelques métriques intéressantes comme le nombre de personnes qui vont venir sur votre site carrière spontanément, sans l'aide de Indeed, le nombre de personnes qui vont gratuitement candidater à vos offres, le nombre de personnes qui vont suivre votre entreprise sur des sites comme Indeed, Glassdoor, LinkedIn. Donc de plus en plus d'outils, de plus en plus de data. Comment tu définirais, pour finir, le recruteur 3.0 ? Alors justement, moi je ne fais pas partie de ceux qui estiment que le recruteur 3.0, ça va être une espèce de machine à data, ça va être un marketeur à 100%. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'on a besoin d'avoir certaines compétences, puisque à minima, il faut être à l'aise avec la gestion de certaines de ces données. Il va falloir être capable de faire un minimum, disons, d'études sur des choses assez simples, comme des taux de conversion. Pour chaque personne qui arrive sur mon site, combien va candidater? Pour chacun de ces candidats, combien de personnes vont arriver en entretien d'embauche? Combien vont finalement rejoindre la boîte? Pour autant, pourquoi est-ce que ce n'est pas indispensable, selon moi, de devenir un expert en marketing ou d'avoir des tableaux de bord aussi compliqués que ceux d'un DAF? Parce que c'est la partie du boulot du recruteur qui, justement, va être automatisée, qui est là, en tout cas, pour la partie funnel de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui arrivent en haut de l'entonnoir et ceux qui arrivent en bas. C'est quelque chose pour lesquels les plateformes sont en train de très nettement s'améliorer et vont automatiser une partie du job. Donc, il faut être à l'aise en fait sur la vision de ce qu'on veut essayer de faire. Il faut être à l'aise sur la stratégie. Il faut être capable de lire un peu les résultats pour évidemment s'assurer qu'on ne fait pas fausse route. Mais ce que ça veut dire, c'est que le gros du job du recruteur, le gros du temps du recruteur, va sans doute pouvoir à nouveau être consacré à des choses qui, à date, ne sont pas du tout automatisables. Donc là, je vous rassure, même par des entreprises comme Indeed, c'est une très bonne nouvelle. C'est essentiellement ces soft skills et notamment les points par lesquels j'ai commencé. La question du fit avec l'entreprise, la question de la culture. Ça, ce sont des points où on va pouvoir, tous en tant que recruteur, puisque je me mets dans cette case, moi aussi je recrute des gens en ce moment, donc si vous connaissez un bon site d'emploi, aidez-moi. On va pouvoir passer sur 1 heure d'entretien, idéalement 50 minutes de notre temps là-dessus, plutôt que de le passer à aller vérifier que j'ai réussi à attirer le bon type de candidat, qu'il a bien les skills que je cherchais, ou à éliminer du CV, comme on le fait aujourd'hui de manière très manuelle. Donc moi je suis assez optimiste, parce que je pense que le job du recruteur va être plutôt plus agréable qu'il ne l'est aujourd'hui, où il y a cette espèce d'afflux absolument colossal de data, et parfois de CV qui sont à côté. On va pouvoir se recentrer sur la partie humaine des ressources humaines, et notamment sur le match entre la culture de mon entreprise, ce que je cherche comme type de personne, et non pas ce que je cherche comme type de skills.
et avec les valeurs, la vision et le projet de l'entreprise. Bon, merci beaucoup, Charles. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions? Charles, tu seras un petit peu encore là pour la partie réseau. Oui, il y avait une question? Là, vous avez parlé beaucoup là, des indicateurs, des suivis. Et j'avais juste une question pour le recruteur lui-même. Aujourd'hui, si on va chercher des soft skills, on continue pourtant à se baser sur un CV qui, derrière, n'apporte pas ce type d'informations. Donc, comment vous comptez voir, quelle est la vision que vous avez sur votre métier ou sur l'outil qui va être utilisé par la suite pour pouvoir avoir ces informations-là qui, aujourd'hui, n'apparaissent pas comme ça dans un CV, ou voire pas du tout. Donc, je ne sais pas comment vous effectuez votre travail, la source du travail, pour trouver la bonne personne, justement. Oui, c'est vrai que c'est en ça que... C'est aussi pour ça, comme je disais, que je suis optimiste sur l'avenir du métier de recruteur, dans le sens où c'est vrai qu'en amont, des plateformes comme Indeed vont pouvoir très clairement identifier des candidats qui sont des bons matchs, sans doute, pour telle fiche de poste. Mais effectivement, on se base sur une fiche de poste qui rajoute des mots sens, bien-être, mais qui essentiellement quand même va chercher des hard skills. Et en face, on met un CV qui n'est quasiment que des hard skills. Donc, mon point de vue, c'est que les plateformes, justement, par le biais de nos outils, vont pouvoir affiner cette partie-là du job et vous laisser à la fin, lors du processus de recrutement véritable, lorsque le candidat aura été présélectionné, vous focaliser essentiellement là-dessus. Donc c'est en ça que je voulais dire que cette partie-là, clairement pour moi, elle va, dans un futur proche et même à moyen terme, à mon avis à l'échéance de 10 ou 15 ans, il va rester à 100% entre les mains du recruteur dans un premier temps et ensuite des opérationnels lors des entretiens d'embauche. On n'a pas, et c'est tant mieux, de manière d'automatiser ça en tout cas et de pré-mâcher ce boulot. Au moins, là, comme je disais, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas être obligé de perdre beaucoup de temps à faire le reste. On va pouvoir y consacrer beaucoup plus d'efforts. Donc ça veut aussi dire qu'il faut commencer par être au clair sur ce qu'on cherche. Et la plupart des boîtes ne sont pas encore tout à fait au clair sur ce qu'elles cherchent vraiment comme type de personne. Mais pour répondre directement à votre question, ça va continuer à se faire de manière manuelle, si je puis dire, en tout cas de manière humaine, lors des rencontres avec ces personnes. Il y a déjà eu une présélection avant de rencontrer les gens, donc elles vont se baser sur des éléments qui correspondent pas. En fait, pour travailler avec pas mal d'écoles, notamment des écoles de commerce, mais pas que, s'il y a un truc qui fera un jour bouger, c'est quand dans les écoles, quelle que soit la formation, on a des outils pour mieux se connaître. Parce que les soft skills, le problème, c'est qu'on ne sait même pas les exprimer. Si je vous demande quelles sont vos 3 premières soft skills, vous allez me dire, bon, c'est-à-dire. Donc, à part si en personnel, vous développez personnellement, vous faites par vous-même, que ce soit dans les écoles aujourd'hui, où on est encore très hard skills, quelle que soit l'école, on vous enseigne des expertises, on vous enseigne pas aussi la connaissance de vous, de vos potentiels, de vos talents qui s'expriment en dehors des expertises. Donc je pense que le chemin, il va être quand même très long et que malheureusement, vous ici, comme toi, Charles, on est dépendant de ça. Bon, voilà, j'espère que ça viendra, mais quand je vois encore certains CV qui sortent d'école et qui sont très expertise, où ça parle pas du tout de servage, on a encore un peu de chemin. Ou peut-être des outils qui permettront d'aller faire un croisement entre toutes les données LinkedIn, etc. et d'aller récupérer l'information. Alors du coup, ce serait sans le consentement. Ouais, je pense que c'est vrai que, en tout cas, c'est sûr que je serais plus à l'aise, en tout cas, avec la divulgation spontanée, volontaire de la part de candidats d'éléments sur leur personnalité plutôt que sur l'analyse de leur présence en ligne, sur la toile. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu, nous, la manière dont on conçoit les choses. Il faut que ce soit des données qui aient été volontairement fournies et uniquement sur Indeed. Donc, on ne va pas commencer à aller scroller la présence d'une personne et son comportement, sa manière de s'exprimer sur Internet. Mais pour rejoindre Caroline, un des quick wins, si je puis dire, si on pouvait l'imposer, ce serait de dire demain matin, de dire à toutes les écoles d'arrêter de faire passer un Taj-Maj et de faire passer les Insights, Discovery, un test de personnalité. Le Taj-Maj recoupe déjà tellement ce que j'ai fait à l'école en fait et les notes que j'ai eues qu'on doit, plutôt que d'un Taj-Maj et un TOEIC, faire passer un test comme, alors je prends l'exemple des Insights, mais il y en a 12 qui ressemblent. Votre question, elle est super intéressante, on pourra en parler des heures, mais je pense que c'est un vrai changement de culture et chacun va pouvoir contribuer gentiment et positivement parce que voilà, en France on n'est quand même pas très habitué à parler de ça, hein. C'est quand même une preuve de vulnérabilité potentiellement d'afficher une connaissance de soi un peu poussée, parce que forcément dans la connaissance de soi il n'y aura pas que des trucs je suis ultra empathique, etc. Donc voilà, mais moi j'y crois, ça va venir forcément. on va essayer d'œuvrer en tous les cas tous à notre échelle. Merci beaucoup. Merci.